C'est chez nous maintenant. C'est ce que ma belle-fille a annoncé d'un ton assuré lors de notre grand repas d'automne. Alors, j'ai glissé ma main dans ma poche et je lui ai tendu quelque chose qui a jeté un froid polaire dans la pièce. L'odeur du gratin de potimarron aux châtaignes flottait déjà dans la cuisine quand Bérengère est descendue à 11 heures du matin pour m'annoncer que ma présence devant les fourneaux n'était plus nécessaire. C'est exactement comme cela qu'elle l'a formulé. On n'a plus besoin de toi ici, René. Comme si j'étais un prestataire de service dont le contrat venait de se terminer. Comme s'il ne s'agissait pas de ma cuisine, de ma maison, de mon piano de cuisson dont j'avais moi-même changé les brûleurs à peine 2 ans plus tôt. J'ai baissé le feu sous les haricots verts et je l'ai regardée. Elle s'était déjà mise sur son 31 pour l'occasion. Coiffure impeccable, chemisier neuf que je ne lui avais jamais vu. Mon fils, Philippe, se tenait derrière elle sur le pas de la porte, fuyant mon regard. Je m'en occupe, ai-je dit calmement. C'est la même recette que je prépare depuis 1994. Bérengère m'a adressé ce sourire qu'elle me réservait toujours, un sourire patient, mince, condescendant, comme si elle gérait un enfant capricieux qui ne comprenait rien à la vie. Nous voulons faire les choses à notre façon cette année, René. C'est un repas de famille. Il faut que tout le monde se sente chez soi. J'ai bien entendu ce mot. Chez soi. Il y avait une sorte de passé composé invisible dans sa voix. Une manière de dire les choses comme si la question était déjà tranchée, sans m'inclure dans l'équation. Je me suis écarté de la cuisinière. Mes mains tremblaient légèrement, et je ne voulais pas qu'elle s'en aperçoive. Je suis donc sorti sur la terrasse arrière pour respirer l'air frais de ce début de novembre. Le grand chêne au milieu du jardin avait déjà perdu presque toutes ses feuilles. Je l'avais planté en 2001 avec ma défunte épouse, Chantal. Nous l'avions mis en terre avec une simple bêche et 2 verres de thé glacé. Elle m'avait dit à l'époque, quand cet arbre donnera une vraie ombre, nous serons vieux. Elle avait raison pour l'ombre. Mais elle n'a pas eu la chance de devenir vieille. Je me tenais là, me demandant comment j'en étais arrivé à devenir un simple invité dans ma propre maison. Tout avait commencé 22 mois plus tôt. Philippe m'avait appelé un mardi soir. Je regardais les informations régionales en mangeant un reste de soupe. Il m'avait expliqué que l'entreprise de Bérengère avait procédé à des licenciements économiques et qu'elle se retrouvait au chômage. Il m'avait dit qu'ils n'arrivaient plus à rembourser les mensualités de leur prêt immobilier pour leur maison de Givors. Il m'avait assuré que ce ne serait que pour quelques mois, le temps de se retourner et de retrouver une stabilité financière. Je lui ai dit oui sans la moindre hésitation. C'était mon fils, c'était l'évidence même. Ils sont arrivés avec un grand camion de déménagement. Pas seulement quelques cartons, mais un vrai camion entier de meubles. Un immense canapé d'angle qui n'entrait même pas correctement dans mon salon, et des dizaines de caisses qui ont lentement colonisé mon espace. Je pensais que c'était temporaire. Pour moi, quelques mois signifiait vraiment quelques mois. Mais dès le 4e mois, Bérengère avait déjà réorganisé les placards de la cuisine, déplaçant mes affaires tout en haut. Là où mon épaule arthrosique m'empêchait de les atteindre facilement, pour installer ses propres ustensiles à hauteur d'yeux. Je n'ai rien dit, pensant que les choses rentreraient dans l'ordre d'elles-mêmes. Au 8e mois, elle a commencé à parler de la maison d'une autre manière. Elle disait, notre allée, notre jardin, notre quartier. Ce n'était pas malveillant au début, juste une habitude naturelle chez les gens qui s'installent quelque part. Mais je l'ai remarqué. Philippe voyait bien que je le remarquais. Il affichait alors ce visage fatigué, à la fois désolé et usé, et me chuchotait, « Papa, elle ne pense pas à mal. » Et je laissais passer, parce que je ne voulais pas lui compliquer la vie.
Au 14e mois, Bérengère avait décroché un poste à temps partiel dans un cabinet de conseil en marketing et Philippe travaillait à nouveau à plein temps, gagnant même plutôt bien sa vie. J'attendais qu'il ouvre la discussion sur leur départ, mais cette conversation n'est jamais venue. J'avais passé 35 ans de ma vie comme agent général d'assurance. Je savais analyser une situation et je savais être patient. Je me répétais que je faisais simplement preuve de sagesse. Mais la vérité, c'est que je m'effaçais, petit à petit, acceptant des petits renoncements quotidiens parce qu'aucun d'eux, pris individuellement, ne semblait valoir la peine de déclencher un conflit. Le courrier en était le signe le plus flagrant. En octobre, Bérengère a commencé à trier le courrier sur le buffet de l'entrée et à poser le mien en une pile minuscule près de la porte, comme si mes lettres étaient celles qui n'avaient pas leur place à cette adresse. J'avais 68 ans. Et mon courrier était trié par ma belle-fille dans la maison dont j'étais propriétaire depuis 1997. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à préparer mon dossier. Le matin de ce repas de novembre, ma petite fille Sophie était à l'étage. Elle avait 14 ans, c'était la fille que Philippe avait eue d'un premier mariage, et elle passait une partie des vacances avec nous. Elle dormait dans la pièce que nous appelions autrefois la chambre de couture, celle où se trouvait encore, dans un coin, la vieille machine Singer de Chantal que plus personne ne touchait. Sophie est descendue vers 10h30 et s'est assise avec moi pendant que je terminais la cuisson du gratin. C'était une adolescente calme, très observatrice, du genre de celles qui ont appris à faire attention aux détails parce que les adultes autour d'elle manquent parfois de stabilité. Elle a regardé sa belle-mère m'écarter de la cuisinière sans un mot. Plus tard, alors que nous étions seuls tous les deux dans le salon, la télévision allumée sur un vieux documentaire et le bruit des casseroles de Bérengère résonnant depuis ma cuisine, Sophie m'a dit, « Papy, tu n'as jamais envie de dire ce que tu penses vraiment ?» Je l'ai regardé. « Qu'est-ce que tu voudrais que je dise, ma grande ?» Elle a haussé les épaules. « La vérité. Que c'est ta maison, par exemple. » Parfois, Sophie, lui ai-je répondu, il faut attendre le bon moment. Si tu dis la vérité trop tôt, personne ne l'écoute. Si tu attends l'instant précis, cela peut tout changer. Elle a réfléchi à mes paroles. Et comment on sait que c'est le bon moment? Je ne lui ai pas répondu tout de suite, car je n'avais pas encore la réponse moi-même. Les invités sont arrivés vers 14h. Bérengère avait invité sa sœur Nathalie et le mari de celle-ci, Grégory, ainsi qu'une collègue de son nouveau cabinet, une femme prénommée Valérie accompagnée de son compagnon Sébastien. Il y avait aussi deux anciens copains d'université de Philippe, Stéphane et Damien, que j'appréciais beaucoup et que je n'avais pas vus depuis des années. C'est moi qui ai ouvert la porte. J'ai salué tout le monde, serré des mains, accueilli les gens chez moi. Stéphane m'a serré chaleureusement dans ses bras. « René, quel plaisir de te voir. J'adore cette maison, elle a tellement de cachets. » Il était déjà venu 2 fois, des années auparavant, quand Philippe et moi faisions des barbecues dans le jardin les soirs d'été. Bérengère est apparue à mes côtés. Avant même que je puisse répondre. « Stéphane, Damien, entrez, je vous en prie. Laissez-moi prendre vos affaires. » Elle a presque arraché la bouteille de vin des mains de Stéphane et a dirigé tout le monde vers le salon. Depuis le couloir de la cuisine, je l'ai entendu expliquer à Valérie, on a complètement revu l'agencement du rez-de-chaussée quand on s'est installé ici. Avant, c'était tellement cloisonné. On a revu, quand on s'est installé. J'ai gardé ces mots dans un coin de ma tête pour plus tard. La table de la salle à manger était la mienne. Je l'avais achetée en 1999. Une table en chêne massif avec ses 6 chaises, à laquelle j'avais ajouté une rallonge pour pouvoir accueillir 8 convives. Chantal avait choisi la nappe, un beau lin blanc brodé de motifs de
Feuille d'automne, encore impeccable parce que je ne la sortais qu'une fois par an et la rangeais méticuleusement le reste du temps. Bérengère l'avait remplacée par l'une des siennes, une nappe de couleur rouille, très moderne, sans aucun motif. Celle de Chantal était pliée sur le buffet comme un objet dépassé qu'on avait écarté. J'ai pris la nappe de Chantal entre mes mains, je l'ai tenue un instant, puis je l'ai reposée. Pas encore. À 15h15, j'ai sorti le chapon rôti du four. Une bête superbe que je faisais mariner depuis le début de la semaine. Je l'ai transporté sur le grand plat ovale en porcelaine au poignée d'étain que j'utilisais depuis 26 ans, et je l'ai posé sur le dessous de plat au centre de la table. Oh, c'est magnifique, s'est exclamé Valérie. Stéphane a acquiescé, puis Grégory s'est tourné vers Philippe, dit. Donc, ta femme s'est surpassée. Philippe a commencé à ouvrir la bouche, mais Bérengère a souri immédiatement et a dit, merci, je trouve qu'il est particulièrement réussi cette année. Je suis resté debout, le plat vide encore entre les mains. En fait, a tenté de dire Philippe, mais Bérengère lui a jeté un regard si tranchant qu'il s'est arrêté net, fixant son assiette. J'ai posé le plat en silence et je suis retourné dans la cuisine pour chercher les légumes de l'accompagnement. Tout le monde s'est installé. On s'apprêtait à découper le chapon. J'ai remarqué que Bérengère avait acheté un nouveau set de découpe, le mien étant resté au fond du tiroir. Les conversations fusaient de toutes parts. Je suis revenu de la cuisine avec le dernier plat, je l'ai posé sur la table et j'ai cherché ma chaise des yeux. J'occupais le bout de table. Depuis 26 ans. Chantal s'asseyait à ma gauche. Après son départ, j'avais continué à m'installer au même endroit. C'était ma table, ma maison, et c'était la seule place qui n'avait jamais fait l'objet d'une discussion. Mais à cet endroit précis, le sac à main de Bérengère était posé sur le dossier, sa sœur Nathalie était installée sur la chaise de droite, et le bout de table était tout simplement occupé. Je suis resté debout au bord de la pièce. 8 personnes étaient attablées, les rires commençaient à monter, et l'odeur du repas que j'avais cuisiné remplissait ma salle à manger. Je sentais le regard de Sophie braqué sur moi depuis l'autre côté de la table. J'ai avancé, j'ai déplacé le sac à main de Bérengère sur le buffet sans faire de bruit, et j'ai commencé à m'asseoir. Bérengère a levé les yeux, interrompant sa découpe. Elle a dit, d'une voix calme, s'adressant à toute la table mais ne visant que moi, en fait, René, j'espérais que tu t'assiérais là-bas. Elle a désigné du doigt la chaise latérale, celle qui se trouvait tout près du couloir de la cuisine, celle sur laquelle plus personne ne s'était assis depuis que la mère de Chantal était devenue trop faible pour se déplacer. Un silence soudain s'est installé autour de la table. Je m'assois toujours ici, ai-je répondu sur un ton tout à fait naturel, comme une simple évidence. On s'est dit que ce serait plus fluide. Pour le service, a-t-elle insisté, toujours avec ce ton de gestionnaire. Tranquille, puisque c'est toi qui fais les allers-retours avec la cuisine. Je n'ai plus besoin d'aller en cuisine. Le silence s'est fait plus lourd. Valérie a baissé les yeux vers son assiette, Stéphane a brièvement croisé le regard de Damien, tandis que Grégory fixait la dinde comme s'il cherchait à y déchiffrer un message codé. Bérengère a posé ses couverts de service. Quand elle a repris la parole, son ton condescendant avait disparu pour laisser place à quelque chose de beaucoup plus froid, une rancœur qu'elle retenait visiblement depuis très longtemps. René, c'est chez nous maintenant. Nous vivons ici. Il faut que tu finisses par le comprendre. C'est chez nous. Maintenant. J'ai entendu Sophie inspirer profondément, sans un mot, juste un souffle rapide. J'ai posé ma serviette sur la table, prenant tout mon temps pour la lisser à plat. Puis j'ai regardé Philippe. Il fixait la nappe, la mâchoire serrée. Il savait. Il savait depuis des mois,
Il n'avait jamais rien dit, jamais rien fait, et j'avais épuisé toute ma patience face à son silence. « Philippe » ai-je dit. Il a levé les yeux vers moi. « Est-ce qu'elle parle en ton nom » La question est restée suspendue dans l'air. 8 personnes attendaient, immobiles. « Philippe, est-ce qu'elle parle en ton nom ? Oui ou non » Il a regardé Bérengère, puis il m'a regardé, avant de fixer ses propres mains. Il n'a pas répondu. Je me suis levé, lentement, car ma hanche me faisait souffrir depuis l'été et je ne voulais pas brusquer mes mouvements. J'ai pris ma serviette, j'ai traversé la salle à manger, puis le salon, pour me rendre dans le hall d'entrée, où mon manteau était suspendu à la patère que j'avais installée quand la maison était neuve, celle que mon propre père m'avait donnée lorsqu'il avait dû entrer en maison de retraite. J'ai glissé ma main dans la poche intérieure. Cela faisait 6 semaines que je préparais ce moment. J'ai passé 35 ans de ma vie dans les assurances. Le propre de ce métier, c'est de toujours prévoir l'étape suivante, de se préparer au scénario qui ne s'est pas encore produit. On n'attend pas que la maison brûle pour souscrire un contrat d'incendie. En octobre, lorsque Bérengère a commencé à reléguer mon courrier dans ce coin de l'entrée, j'avais pris rendez-vous avec mon conseiller juridique, Maître Kowalski, celui qui s'était occupé de la succession de Chantal et qui m'avait aidé lors de la vente de mon cabinet. Je lui avais exposé la situation. Il m'avait posé quelques questions précises, puis il avait rédigé un document officiel. Une mise en demeure de libérer les lieux suite à la révocation de l'autorisation d'occupation précaire. Un texte clair, précis, sans fioritures. Il y était stipulé que l'autorisation verbale d'occupation à titre gratuit, accordée à Philippe James Gallier et Bérengère Gallier pour résider au 16 rue des Cerisiers à Limonest était révoquée avec effet immédiat. Et que les parties désignées disposaient d'un délai de 30 jours pour libérer les lieux. Ce n'était pas encore une procédure d'expulsion formelle au sens lourd du terme. Car ces démarches prennent du temps, mais c'était la première étape juridique indispensable. C'était ce que Maître Kowalski appelait acter la situation, fixer un point de départ officiel où l'autorisation d'occuper les lieux était expressément retirée. Je gardais ce document dans mon manteau depuis 2 semaines, attendant simplement le moment opportun. Sophie m'avait demandé comment je saurais quand ce moment serait venu. J'ai sorti l'enveloppe de ma poche et je suis retourné dans la salle à manger. 8 paires d'yeux suivaient chacun de mes mouvements. Bérengère se tenait toujours droite en bout de table. Philippe était assis, les mains à plat sur la nappe rouille de sa femme, là où aurait dû se trouver celle de Chantal. J'ai posé l'enveloppe juste devant Bérengère. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Ouvre-la. » Elle a jeté un regard à Philippe, qui m'a regardé à son tour. Quelque chose sur mon visage l'a empêché de dire un mot. Elle a déchiré l'enveloppe et a lu les premières lignes. J'ai vu son visage changer de couleur, pas d'un coup, mais lentement, comme le ciel s'assombrit juste avant un orage de novembre. « C'est complètement absurde » a-t-elle murmuré, mais sa voix manquait cruellement d'assurance. « C'est un document juridique parfaitement valable, ai-je répondu. Rédigé par le cabinet de Maître Kowalski. Son numéro de téléphone est en bas de page si tu souhaites faire vérifier la validité de l'acte. Tu veux expulser ton propre fils ? Je révoque simplement l'autorisation d'occuper ma maison à 2 personnes qui y logent sans verser le moindre loyer, sans participer aux charges courantes, et qui viennent de m'annoncer devant 8 témoins que cette demeure est désormais la leur. J'ai marqué une pause. Ce n'est pas le cas. Le titre de propriété est dans mon bureau. Il y est depuis 1997. J'ai acheté cette maison l'année où Philippe est entré au lycée. Valérie a chuchoté quelque chose à l'oreille de son compagnon. Stéphane a gardé les yeux fixés sur son assiette. Philippe, a dit Bérengère, d'une voix qui avait perdu toute sa superbe.
dit quelque chose, enfin. Pour la première fois de la journée, Philippe a plongé son regard dans le mien. Et ce que j'y ai lu n'était pas de la colère, mais de la honte. Une honte profonde, installée là. Depuis trop longtemps. Combien est-ce que j'ai payé pour vous deux depuis votre arrivée, ai-je demandé. Il n'a pas répondu. Je vais te le dire. J'ai sorti la seconde feuille de ma poche de veste. J'avais tout préparé. Les factures d'électricité et de gaz ont augmenté de 340 € par mois en moyenne. Les courses, je les ai payées pour 4 personnes. J'ai pris en charge l'assurance de votre voiture pendant 7 mois quand vous prétendiez que les fins de mois étaient difficiles. J'ai payé le plombier en mars parce que Bérangère estimait que cela relevait des charges du propriétaire. Au total, facture et justificatif à l'appui, cela représente 41 280 € sur 22 mois. J'ai posé la feuille de calcul sur la table, juste à côté de l'enveloppe officielle. Et cela ne comprend pas les 20 000 € que je t'ai donnés pour solder votre retard de crédit à Givor après vos soucis professionnels. J'ai donné cet argent à mon fils sans sourciller, de bon cœur, et je ne le regrette pas. Mais je m'en souviens. Grégory, le mari de Nathalie, s'est levé discrètement et a fait un signe de tête à sa femme, qui a acquiescé aussitôt. Ils ont tendu le bras pour récupérer leur manteau posé sur les dossiers des chaises. Vous n'êtes pas obligé de partir, leur ai-je dit doucement. C'est presque terminé. Grégory s'est rassis sans un mot. Philippe n'avait toujours pas bougé d'un millimètre. Il fixait la liste de chiffres que j'avais posés devant lui, ces calculs que je tenais à jour depuis leur 3e mois. Ici, de la même manière que j'avais toujours tout consigné dans ma vie professionnelle. Parce que 35 ans dans les assurances vous apprennent à tout documenter, même les choses que vous espérez ne jamais avoir à utiliser. Papa, a-t-il fini par dire, d'une voix plus enrouée qu'il ne l'aurait voulu. Je ne savais pas qu'elle allait dire ça aujourd'hui. Mais tu savais qu'elle le pensait, ai-je répliqué. Tu le sais depuis 1 an. Je l'ai regardé fixement. Et tu n'as jamais rien dit. Il n'a pas cherché à se défendre. Philippe, je t'aime. Cela n'a jamais été en cause. Mais on m'a traité comme un étranger de passage dans la maison dont je paye les traites depuis 27 ans. On m'a chassé de ma propre cuisine. On a mis mon courrier de côté. On a relégué la nappe de ma femme sur un buffet pour imposer une autre décoration. Sur sa propre table. Bérangère a esquissé un geste de protestation, mais je l'ai ignoré. Et aujourd'hui, lors de ce repas, devant tes amis et sa propre famille, on m'annonce tranquillement que cette maison est la vôtre. J'ai laissé mes mots résonner dans la pièce. Ce n'est pas le cas. J'aurais dû mettre les points sur les i bien plus tôt, c'est ma faute. Je ne commettrai pas la même erreur 2 fois. De son côté de la table, Sophie restait parfaitement immobile. Ses yeux brillaient, mais elle ne pleurait pas. Le document officiel vous donne 30 jours, ai-je poursuivi. Je vais prolonger ce délai à 60 jours parce que nous entrons dans la période des fêtes et que je reste ton père. Mais ce sera la seule et unique concession. J'ai récupéré la nappe de Chantal sur le buffet, je l'ai dépliée d'un geste sec, je l'ai lissée et je l'ai posée sur la table de salle à manger, en ajustant soigneusement les angles comme Chantal me l'avait appris. Puis je me suis assis en bout de table. Et maintenant, mangeons. Le chapon va refroidir. Le repas s'est déroulé dans un calme plat. Valérie et son compagnon sont partis très poliment avant le dessert, s'esquivant discrètement après des remerciements murmurés à la hâte. Nathalie et Grégory, à ma grande surprise, sont restés un peu plus longtemps. Nathalie m'a rejoint dans la cuisine pendant que je rangeais les restes dans des boîtes de conservation. Bérangère a toujours été comme ça, m'a-t-elle confié. À voix basse. Je ne pense pas qu'elle fasse cela par méchanceté pure. Elle ne sait simplement pas où s'arrêtent ses droits et où commencent ceux des autres.
Elle a marqué un temps d'arrêt. Ce papier que tu lui as donné, c'était sérieux. Tout à fait sérieux. Tu as bien fait, a-t-elle glissé avant de retourner dans le salon. Stéphane et Damien sont partis après le café. Stéphane m'a serré la main sur le pas de la porte. René, j'ai toujours eu énormément de respect pour toi. Tu as agi comme un chef ce soir. Damien a laissé échapper un léger rire. Le plus fort, c'est qu'il n'a même pas eu besoin de hausser le ton. J'aimerais avoir cette classe quand j'aurai son âge. J'avais 68 ans, mais je n'ai pas pris la peine de le corriger. Philippe est venu me voir dans mon bureau vers 21h. Il a frappé à la porte. Un geste qu'il n'avait plus fait depuis des mois. Je lui ai dit d'entrer. Il s'est assis en face de mon bureau, exactement comme il le faisait lorsqu'il avait 16 ans et qu'il avait une bêtise à m'avouer. Il s'asseyait de la même manière, fixant ses mains, cherchant ses mots. J'ai été lâche, a-t-il commencé. J'ai attendu. Je me répétais que tout allait bien, que tu t'adaptais, que c'était juste une période de transition difficile pour tout le monde. Je me disais que tu étais trop sensible. Il a levé les yeux vers moi. Mais je savais très bien que c'était faux. Je voulais simplement éviter les histoires. Et qui est-ce que tu protégeais en faisant cela? Il est resté silencieux. Parce que ce n'était sûrement pas moi, ai-je ajouté, et je ne suis même pas sûr que ce soit elle non plus. Je crois que tu te protégeais toi-même pour ne pas avoir à faire un choix. Il a détourné le regard. Par la fenêtre, on apercevait la silhouette dénudée du chêne que Chantal et moi avions planté. Nous étions en novembre. J'aurais dû intervenir, a-t-il murmuré. Ah. Tellement de reprises. J'aurais dû lui dire que cette nappe appartenait à maman. Et qu'il fallait la laisser en place. J'aurais dû lui dire que ton courrier devait rester dans la panière de l'entrée. J'aurais dû. Il s'est arrêté. Conscient de l'inutilité de ses regrets. Oui, Philippe, ai-je dit doucement. Où est-ce qu'on va aller maintenant? C'est à toi de régler cette question. Maître Kowalski te donnera tous les détails administratifs. Vous avez 60 jours, pas 30. Cela vous laisse le temps de vous organiser intelligemment. Je te conseille de t'y mettre dès demain. Bérangère va être très en colère pendant un long moment. C'est son droit. Je me suis adossé à mon fauteuil. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, Philippe, c'est simplement la réalité de la situation. Ce que vous décidez d'en faire vous appartient. Mais je ne vais plus passer mon temps à ménager les états d'âme de ta femme. C'est ton rôle, plus le mien. Il a hoché la tête lentement. Je t'aime, Philippe? Lui ai-je rappelé. C'est la seule chose simple dans cette histoire. Tout le reste est compliqué, mais cela ne changera pas. Il s'est levé, a contourné le bureau et a posé une main chaleureuse sur mon épaule pendant quelques secondes. De la même manière que Chantal le faisait autrefois lorsqu'elle était trop fatiguée pour parler. Puis il est sorti de la pièce. Je suis resté seul dans mon fauteuil jusqu'à ce que la maison redevienne totalement silencieuse. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Bérangère s'est montrée extrêmement froide et distante, presque transparente. Elle traversait les pièces comme si elle se trouvait ailleurs. Je comprenais son attitude. Elle devait faire le deuil de cette emprise qu'elle avait construite dans sa tête, de cette illusion de propriété qu'elle pensait acquise. Ce genre de prise de conscience modifie parfois profondément les comportements. J'ai déjeuné avec Maître Kowalski 2 semaines après notre repas de famille. Nous étions attablés dans un petit bistrot et je lui ai raconté comment s'était déroulée la soirée. Pas besoin d'huissier ni de force publique alors, a-t-il constaté. Non, le document a suffi. Il a hoché la tête. C'est souvent le cas. La réalité juridique posée
Sur papier change immédiatement la donne. Il a marqué une pause. Et pour les frais accumulés? Les 41 000 euros? J'y avais réfléchi. Pas pour le moment. Laissons-les s'installer. S'ils partent sans faire de vagues, nous en resterons là. Et s'ils décident de résister? J'ai repris ma tasse de café. Alors? Nous aurons une toute autre discussion. Philippe a trouvé un appartement à Tassin la demi-lune au début du mois de décembre. Un 3 pièces correct avec un temps de trajet raisonnable pour son travail. Il m'en a parlé un matin au petit déjeuner, alors que nous étions seuls tous les deux, Bérengère dormant encore. Nous avons signé le bail le 15, m'a-t-il dit. Nous serons partis avant Noël. C'est une très bonne nouvelle, ai-je répondu. Bérengère n'est pas prête à s'excuser auprès de toi. Je ne sais pas si elle le fera un jour. Elle n'a pas besoin de s'excuser auprès de moi. C'est avec elle-même qu'elle doit être au clair. Il s'est servi un peu de café. Sophie m'a répété ce que tu lui as dit ce jour-là. À propos du fait d'attendre le bon moment. Ah oui? Elle m'a dit que tu savais exactement ce qui allait se passer, et que tu as attendu l'instant précis où ton action aurait le plus d'impact. Il m'a fixé du regard. C'est vrai? Tu avais tout planifié depuis le début? J'ai cherché une réponse sincère. Je me préparais, Philippe. Il y a une nuance. Je n'espérais pas que les choses en arrivent là. Je souhaitais sincèrement que la situation se débloque d'elle-même. Mais je savais que si nous franchissions une certaine limite, je devais être prêt à réagir. C'est une déformation professionnelle, la logique de l'assureur. C'est la seule que je connaisse. Un léger sourire a failli se dessiner sur son visage, mais il s'est repris. Je suis désolé, papa. Vraiment. Pour tout ça. Je le sais, mon fils. Nous sommes restés silencieux un moment. Ma cuisine me semblait à nouveau familière. Il n'y avait que l'odeur du café chaud, les bruits du quartier qui s'éveillait au dehors et mon fils assis en face de moi. Nous étions fatigués tous les deux, de cette fatigue saine qui s'installe quand une épreuve difficile touche enfin à sa fin. Ils ont déménagé le 19 décembre. Philippe avait loué un utilitaire. Ils ont fait les cartons avec méthode et en silence. Bérengère ne m'a pas adressé la parole de la journée. Elle a dirigé les opérations avec une efficacité que je devais lui reconnaître, même si mon estime pour elle était au plus bas à ce moment-là. Sophie était là elle aussi. Elle a aidé à porter les cartons sans qu'on ait besoin de lui demander quoi que ce soit. Elle travaillait à mes côtés plutôt qu'avec sa belle-mère. Je l'ai remarqué, mais je n'ai fait aucun commentaire. Une fois le camion chargé et le départ imminent, Philippe m'a serré la main sur le pas de la porte. Bérengère est passée devant moi sans m'accorder un regard. Sophie s'est retournée au bout de l'allée. On se voit pour Noël, a-t-elle demandé. Si ton père est d'accord. Elle a regardé Philippe, qui a hoché la tête. Pour le réveillon, a-t-il précisé. Nous viendrons ici. Je suis resté sur mon perron à regarder. Le camion s'éloignait et manœuvrait pour sortir de l'allée. Il faisait un froid sec, le ciel était dégagé, de ces journées de décembre qui gardent une belle luminosité malgré la brièveté des après-midi. Le grand chêne au milieu du jardin était entièrement nu, immobile et serein. Dans 6 mois, il serait à nouveau couvert de feuilles bien vertes. Et je serai là pour le voir. Je suis rentré et j'ai tourné la clé dans la serrure. J'ai parcouru lentement les différentes pièces de la maison. Le salon, d'abord, débarrassé du grand canapé d'angle qui y trônait depuis 22 mois. Mes propres meubles avaient retrouvé leur place initiale. La cuisine, ensuite. Les placards réorganisés par
D'autres mains devaient à nouveau être rangées selon mes habitudes, pour que mes affaires soient disposées sur les étagères du bas, à portée de mon épaule. La salle à manger, enfin. La nappe de Chantal était posée sur la table. Parfaitement tendue, laissant apparaître ses jolies bordures de feuilles d'automne. Je me suis installé en bout de table. Ma maison. Ma table. Mon silence retrouvé. Je suis resté assis là durant de longues minutes, sans repenser aux événements passés, sans chercher à planifier l'avenir, savourant simplement l'instant présent, le contact rassurant du dossier de ma chaise, la solidité du parquet sous mes pieds. Cette atmosphère si particulière d'une maison qui vous appartient pleinement. Dehors, le bruit d'une voiture est passé. Puis le aboiement lointain d'un chien dans le quartier. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine et j'ai commencé à préparer mon dîner. Le soir du réveillon de Noël est arrivé, glacial et limpide. Philippe est venu accompagné de Sophie, apportant une bonne bouteille de vin et une tarte achetée chez le pâtissier du centre-ville. Bérengère n'était pas là. Je ne m'y attendais pas encore. Sophie s'est chargée de dresser la table pour 3 personnes. Elle a sorti la vaisselle fine de Chantal, celle que je ne réservais qu'aux grandes occasions. Elles sont magnifiques ces assiettes, a-t-elle remarqué en retournant une. Pour observer les détails. C'est ta grand-mère qui les avait chinées. Nous étions allés à un vide-grenier dans le Beaujolais. Elle les avait dénichées. Tout au fond d'un vieux carton, emballé dans du papier journal. Elle avait payé 12 € pour tout le service. C'est un de mes meilleurs souvenirs de brocante. Nous avons passé une excellente soirée tous les 3. Philippe était un peu plus réservé qu'à son habitude, visiblement encore en plein travail de reconstruction personnelle, mais il était présent d'une manière qu'il n'avait plus montrée depuis 2 ans. Nous avons discuté du lycée de Sophie. D'une partie de pêche que Philippe et moi avions faite lorsqu'il avait 12 ans. Et dont il avait reparlé récemment à des collègues en voulant s'assurer des détails. Nous avons aussi parlé de Chantal. Nous ne l'avions pas fait depuis très longtemps. Après le repas, Sophie m'a aidé à faire la vaisselle. Nous étions côte à côte devant l'évier, après un moment de silence, elle m'a demandé, le soir du repas en novembre, « Tu as eu peur ?» J'ai réfléchi avant de lui répondre. Un peu, oui. Pas d'elle, mais de perdre mon fils. J'ai désigné d'un signe de tête le salon où Philippe s'était assoupi devant la télévision. Quand on décide de dire la vérité, on ne sait pas toujours ce que cela va nous coûter, mais il faut le faire quand même. J'aimerais être capable de faire ça quand je serai plus grande, m'a-t-elle dit en me tendant un plat à essuyer. Ne pas simplement attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. C'est difficile, ai-je reconnu. Dire la vérité est toujours difficile, mais c'est la seule base solide sur laquelle on peut bâtir quelque chose de réel. Le reste n'est que du sursis. Elle a médité mes paroles. Est-ce que ça a arrangé les choses? Entre toi et papa. J'ai jeté un coup d'œil à travers l'embrasure de la porte. Philippe dormait profondément. Dans le fauteuil, la tête penchée en arrière, le son de la télévision coupé. Pas encore tout à fait, ai-je admis. Mais le processus est en route. C'est comme ça que ça marche. Les choses commencent à changer, et puis cela prend du temps. Il faut savoir être patient avec le temps. Elle a hoché la tête en rinçant le dernier verre. Je l'ai essuyé avec soin avant de le ranger à sa place exacte dans le vaisselier, là où il se trouvait depuis 26 ans. Dehors, quelques flocons commençaient à tomber. C'était rare dans notre région. Juste assez pour déposer une fine pellicule blanche sur l'allée, le muret et les branches du grand chêne. Tout semblait paisible, enveloppé d'un calme absolu. Ma maison. Mon fils endormi dans le fauteuil. Ma petite fille à mes côtés. Le bon moment, quand il était enfin arrivé, ressemblait exactement à cela.
J'ai souvent repensé à ces années où je m'étais effacé. Cela ne se produit jamais d'un seul coup. C'est une perte de terrain invisible, un centimètre après l'autre. Votre courrier change de place sur le buffet. Votre chaise habituelle est empruntée et ne vous est pas rendue. Une autre nappe remplace la vôtre sur votre table, et vous pliez sagement la vôtre en la mettant de côté pour éviter de créer des tensions. Et puis, un jour, vous vous retrouvez debout au bord de votre propre salle à manger, un plat vide à la main, à écouter une personne extérieure s'attribuer le mérite d'un repas que vous avez cuisiné, dans la maison que vous avez acheté au prix de 35 ans de labeur. Je ne raconte pas cette histoire par fierté personnelle. Je la partage parce que j'aurais aimé que quelqu'un me la raconte bien plus tôt, à l'époque où j'étais encore assez naïf pour croire que le silence était une forme de politesse ou de bienveillance. Ce n'est pas le cas. Le silence n'est rien d'autre que du silence. Parfois, il protège les personnes qui ont besoin d'être préservées, mais le plus souvent, il ne sert qu'à protéger celui qui choisit de se taire pour éviter les vagues. Ce que je comprends aujourd'hui à 68 ans, c'est que la vérité ne s'efface pas simplement parce qu'on refuse de la formuler. Elle s'installe quelque part en vous et elle attend son heure. Et plus elle attend, plus elle devient pesante à porter. J'ai accumulé près de 3 ans de silence, 3 ans de petits renoncements dont je me persuadais qu'ils étaient sans importance. Et quand est venu ce fameux repas d'automne, le poids était devenu si lourd que je ne pouvais plus faire semblant de ne pas le ressentir. Ce que j'ai fait ce soir-là ne relevait pas d'un accès de colère. Je veux que ce soit bien clair. Je gardais ce document officiel dans ma poche depuis 2 semaines. J'avais consulté Maître Kowalski dès le mois d'octobre. Je m'étais préparé comme je l'ai toujours fait pour chaque situation de ma vie, car la pratique des assurances durant 35 ans vous apprend à envisager l'hypothèse que vous redoutez le plus pour être prêt à y faire face le moment venu. Ce n'est pas du pessimisme. C'est simplement la meilleure façon de rester debout quand la difficulté finit par se présenter, car elle finit toujours par se présenter. J'ai longtemps cru que différer l'action équivalait à de la patience. Je comprends aujourd'hui qu'il s'agit de 2 attitudes totalement différentes. Philippe a repoussé le moment de parler année après année, et c'était de la passivité. Cela n'a fait qu'aggraver la situation. De mon côté, j'ai attendu l'instant opportun en ayant déjà préparé toutes mes armes, et cela relevait de la stratégie. La différence ne résidait pas dans l'attente elle-même, mais dans l'usage que j'ai fait de ce temps. Sophie m'a demandé comment je saurais que le bon moment était venu. La réponse la plus honnête est que cela se ressent physiquement. Une certitude s'installe au fond de la poitrine. Ce n'est pas de la rage, ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste une parfaite clarté d'esprit. On arrête de peser le pour et le contre entre parler et se taire, parce qu'on réalise enfin que le coût de notre propre silence est devenu trop élevé pour être supporté plus longtemps. Ce que j'espère que Philippe retiendra de toute cette épreuve dépasse largement le cadre du document juridique ou des démarches officielles. C'est quelque chose de bien plus simple. C'est que l'amour ne doit pas être confondu avec la soumission, et que la tolérance ne doit jamais se faire au détriment du respect. On peut aimer son fils de tout son cœur tout en exigeant d'être traité avec la dignité que l'on mérite. Ces 2 sentiments ne s'excluent pas. Ils coexistent, mais seulement si l'on est prêt à fixer des limites claires. Quant à Bérangère, je ne nourris aucune rancœur tenace à son égard. Elle était sincèrement persuadée que ses agissements étaient tout à fait acceptables parce que personne ne lui avait jamais signifié le contraire. C'est notre responsabilité collective. Les gens de notre entourage deviennent ce que nous acceptons qu'ils deviennent. Et j'avais accepté l'inacceptable pendant bien trop longtemps. Le grand chêne est toujours là dans mon jardin. Chantal et moi l'avons planté en 2001.
Ses branches sont nues en hiver et pleines de vigueur en été, et il ne demande jamais l'autorisation de quiconque pour occuper l'espace dont il a besoin pour s'épanouir. J'y pense parfois le matin, installé sur ma terrasse avec ma tasse de café, contemplant ma maison qui a retrouvé sa juste atmosphère. Certaines choses demandent du temps pour grandir correctement. Il faut simplement veiller, tout au long du chemin, à leur préserver la terre dont elles ont besoin pour s'enraciner.